beaucoup. Bon, on va passer au point suivant. Du coup, ce sont sur les provenances d'aujourd'hui. Alors dans cette partie, ce troisième point intitulé Jouer sur les provenances, je vais vous présenter ce thème avec l'intervention de Madame Vininger. Pour renouveler une parcelle forestière, plusieurs options s'offrent à nous, dont celle de la plantation. Dans le cadre du changement climatique, la plantation est l'opportunité d'installer des plants supposés plus adaptés que la régénération naturelle, si régénération naturelle il y a. Dans cette partie, nous verrons les points suivants. D'abord, comment choisir ces plants, puis nous définirons rapidement ce qu'est la migration assistée. Madame Vininger nous fera part de son expérience de pépiniériste. Et ensuite, après une conclusion rapide, vous aurez à nouveau un temps d'échange pour nous poser vos questions. Choisir ces plants. Lorsqu'on choisit ces plants pour boiser une parcelle, plusieurs points sont à réfléchir. En voici 3 essentiels. L'essence, l'origine de la graine et la région de provenance. Premièrement, l'essence. On choisit l'essence. L'essence, c'est l'espèce de l'arbre, par exemple le chêne. On peut choisir une, mais aussi plusieurs essences pour former là alors un mélange sur notre parcelle, comme on évoquait un petit peu tout à l'heure. L'essence est à choisir en fonction de la station à boiser, des produits que l'on souhaite en tirer et aussi de la préférence personnelle du propriétaire. Bien sûr. Deuxièmement, on choisit l'origine de la graine. Les vergers d'où les graines proviennent sont catégorisés en 4 types, 4 couleurs d'étiquettes, du verger le mieux connu au moins connu. D'abord, il y a l'étiquette jaune, catégorie identifiée, où seule l'origine géographique du peuplement porte-graines est connue. Ensuite, il y a l'étiquette verte, catégorie sélectionnée, où les graines récoltées sont dans peuplement sélectionné. Ensuite, il y a l'étiquette rose, qui est de catégorie qualifiée. Là, il s'agit d'un matériel qui est prometteur, mais pas encore validé, par rapport à l'étiquette bleue, qui est de catégorie testée, dont les performances génétiques sont validées. Troisièmement, choisis la région de provenance. Qu'est-ce que c'est la région de provenance? Le territoire de la France métropolitaine est divisé en 8 grandes zones bioclimatiques. Les limites de ces 8 zones sont adaptées pour chaque essence pour donner ce que l'on appelle les régions de provenance. Celles-ci sont à peu près homogènes au niveau des conditions écologiques, climat, altitude et sol. Et au niveau de la physionomie des peuplements. Sur le diaporama, vous avez l'exemple des régions de provenance pour le chêne pédonculé. Cette carte est issue de la fiche MFR, disponible sur le site agriculture.gouv, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure. Voilà pour ces 3 critères. Évidemment, il y a d'autres critères à prendre en compte lors d'un boisement ou reboisement, tels que les caractéristiques des plants, la technique de plantation, les travaux préparatoires et d'entretien. Voilà. Avec le changement climatique, on dit que le climat migre. Les zones de même température se déplacent vers les zones plus froides. Comme nous l'avons vu, les arbres migrent aussi. Le problème est que le climat évolue 10 à 100 fois plus vite que les arbres. La plantation offre l'opportunité de choisir le matériel mis en terre et donc de choisir des essences et des provenances génétiquement mieux adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Voilà une définition courte de la migration assistée. C'est le déplacement délibéré d'espèces par l'humain vers de nouveaux espaces plus favorables à leur croissance dans le but de les aider à survivre et à se développer sous de nouvelles conditions climatiques. Tel le vieil adage des forestiers, imiter la nature et hâter son œuvre, la migration assistée permet d'aider des espèces à survivre au changement climatique en les déplaçant directement vers les habitats climatiques auxquels elles sont adaptées. Les risques de la migration assistée sont d'apporter des espèces qui d'abord ne survivront peut-être pas à nos conditions bioclimatiques, mais qui peuvent aussi devenir envahissantes ou apporter des parasites étrangers. Il y a 3 échelles, 3 niveaux de risque dans la migration assistée. Tout d'abord, la migration assistée des populations. Il s'agit d'un mouvement d'individus à l'intérieur de la zone de distribution de l'espèce. Là, le risque est faible. Ensuite, il y a l'expansion assistée de la distribution. Là, c'est lorsqu'on va déplacer des individus juste à l'extérieur de la zone de distribution actuelle, de façon à faciliter ou à mimer l'expansion naturelle de la distribution. Là, on a un risque intermédiaire. Ensuite, 3e échelle, la migration assistée sur de longues distances. Là, c'est lorsqu'on va déplacer des individus sur des distances supérieures à celles accessibles par dispersion naturelle, avec donc un risque élevé. Par exemple, le Douglas, qu'on a apporté d'Amérique et qui s'est très bien adapté en Europe. La migration assistée est un concept en développement qui présente des avantages potentiels en tant que stratégie d'adaptation au changement climatique, mais qui soulève aussi beaucoup de questions. Dans ce point sur les provenances, on s'intéressera aux échelles 1 et 2. La 3e, donc sur les longues distances, sera abordée dans le point suivant, essence exotique et méridionale. En conclusion, nous avons vu que l'évolution naturelle des espèces est trop lente par rapport à l'évolution brutale du climat. Nous pouvons aider les essences à migrer avec le climat vers le nord. Nous pouvons conserver des essences que nous plantons actuellement, mais de provenance différente, en suivant le principe de migration assistée et en se basant sur le climat supposé futur de notre région. Madame Vininger, vous représentez la pépinière Vadel Vininger à Hubertstrasse, proche de la frontière suisse et du territoire de Belfort.
En tant que pépiniériste, vous êtes au cœur des problématiques liées au choix des plants pour le futur. Quelles sont les essences avec lesquelles nous pouvons jouer sur les provenances méridionales? Pourriez-vous partager votre expérience dans le métier et vos conseils pour les propriétaires forestiers? Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous sommes un peu au cœur du problème en ce moment avec beaucoup d'interrogations. En ce moment, nous avons des demandes effectivement pour, par exemple, pour les chênes et notamment pour les expérimentations dans les îlots d'avenir. En chêne rouvre, on nous demande de remplacer maintenant le 203 nord-est Dimont-et-Argile et les 204 nord-est Gréseux, plutôt par du 422 Morvan-Nivernais ou le 107 Berry-Sologne, avec quelques essais également en 311 le Charente-Poitou ou le 106 secteur ligérien. En pétiné, on nous demande en ce moment un peu l'origine Aude, le 361 à la place du 202 massif vosgien. Ces nouvelles origines devraient être mieux adaptées pour supporter effectivement la sécheresse et les températures élevées. Les limites, je pense que ça va être peut-être l'hiver avec le gel, la question de résistance des branches à la neige et surtout la réaction printanière, que si un débourrement survient plus précocement, cela peut entraîner des dégâts dans le cas des gelées tardives. Donc, en tant que pépiniériste, nous commandons nos graines avec toutes les exigences MFR naturellement, en privilégiant les origines les mieux adaptées par rapport aux zones géographiques et par rapport à notre clientèle et naturellement en adéquation avec les décrets MFR. En France, nous n'avons plus que 2 grainetiers. On a Villemorin en privé et l'ONF public avec la sécherie de la Joux. C'est à ce moment-là que nous sommes souvent confrontés au problème d'insuffisance de disponibilité pour certaines essences ou certaines origines. Ces insuffisances sont en général dues à la non-fructification de l'année, à des problèmes de gelée tardive sur les peuplements classés ou les vergers à graines, ou à des problèmes d'attaque de ravageurs, insectes, chenilles. Après récolte des différentes graines, on constate très souvent de grandes différences de qualité. C'est le cas par exemple cette année pour le chêne rouvre dans certaines origines. Donc on a beau programmer nos productions, on dépend complètement de l'approvisionnement disponible. Nous procédons principalement aux semis au printemps en pépinière. Les graines nous sont fournies avec un certificat d'origine MET et ce certificat sera reporté sur le lot de plants aux différentes étapes de la production et jusqu'à la vente pour assurer la traçabilité sous contrôle du CERFOB, ministère de l'Agriculture. Les plants de résineux restent en général 2 ans sur place et seront repiqués pour une durée d'1 an ou 2 ans, voire 3. Ce qui fait que le plan vendable, selon l'essence, est entre 2 et 5 ans. Pour les feuillus, les semis se font en rang et restent sur place pour une opération de cernage afin de permettre au plant de développer un bon système racinaire avec un bon collet en relation de la taille. Les chênes peuvent être conduits en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Les feuillus précieux en général en 1 an et 2 ans. Donc on peut avoir un peu plus de réactivité avec les feuillus en fin de compte qu'avec les résineux. Quand les plants sont commercialisables selon les normes en vigueur, nous procédons à l'arrachage, au tri, par taille et collet, en éliminant bien sûr les plants mal conformés, blessés ou tordus. Une part de la production est prise par le client directement en pépinière et pour les volumes plus importants, nous procédons à la livraison avec nos propres véhicules. Par le biais de notre entreprise de reboisement, nous mettons en place une partie de notre production pour différents opérateurs, coopératives, experts forestiers, ONF. L'autre partie est prise en charge directement par le client et qui le met en terre lui-même. Un peu les mêmes intervenants, à nouveau les coopératives, les forestiers privés, l'expert, l'ONF. Nous insistons également sur une bonne préparation des terrains avant plantation. Je crois que c'est primordial aujourd'hui dans le cas de sécheresse. On constate quand même une nette amélioration des reprises dans ce cas de figure. Et je crois que ça ne s'arrête pas. Le dernier petit point, c'est plantation, mais ça ne s'arrête pas là, effectivement. C'est bien après que ça continue. Faut pas oublier les travaux d'entretien, le dégagement et le suivi qui est primordial. Naturellement, il ne faut pas non plus oublier les protections qui devient malheureusement indispensable aujourd'hui avec la clôture ou la protection individuelle ou le traitement répulsif. Donc aujourd'hui, nous avons la grosse interrogation puisqu'on voit quand même une tendance à une demande en godet plutôt que de la racine nue. Donc nous sommes en train on se trouve à un tournant je crois, dans la profession. Nous devons réapprendre. Nous devons réinvestir dans une production godet, mais en gardant naturellement la partie essentielle d'aujourd'hui en racine nue. Il est certain qu'il faut diversifier et mélanger les essences dans les plantations, mais quand même avec prudence. Il reste quelques valeurs sûres comme le chêne accompagné d'érable plane, de sycomore, de merisier,
d'alizé, cormier, tilleul, toutes ces essences, je crois, qui ont encore leur place dans l'avenir. En résineux, je crois, on se tournera plus vers le Douglas, le mélèze, le cèdre et les différents pins. Je crois que je rejoins pas mal les propos de M. Frauenfelder, heureusement. Hein. Et il y aura sûrement des plantations qui vont également se réaliser avec des essences qui n'étaient pas très courantes, comme l'acacia. Je crois qu'on en reparlera aussi. Suite à cette crise scolite et calarose, si on veut arriver à lutter contre ce réchauffement climatique, il va falloir planter et de façon conséquente. Je crois que c'est inéducable dans certaines parcelles où on n'a plus rien, on ne peut plus faire parler de régénération naturelle. Donc il faut bien recourir à cette plantation, bien que on sait bien que c'est un sacré challenge. Mais il va falloir également mener, je pense, une sylviculture beaucoup plus fine, bien réfléchir effectivement pour bien choisir. C'est ce que vous avez appuyé tout à l'heure, entre le choix des essences, les choix des origines. Il faut bien analyser la parcelle en tenant compte effectivement de l'exposition, de la nature du sol et l'altitude naturellement. À rester prudent, ne pas aller dans un seul sens, de diversifier, de rester une fois de plus humble devant la nature et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'était également les propos de M. Frauenfelder. Je crois courage à toutes et à tous. Merci Madame Ménager pour votre intervention. Je vous en prie. Dans l'idée, avec le changement climatique, comme c'est un principe de vie finalement, tout est amené à évoluer. Des pépinières qui doivent découvrir de nouvelles techniques, aux essences et de nouvelles essences, aux scieries qui doivent s'adapter à de nouveaux bois, en passant par une sylviculture qui devient de plus en plus fine, comme vous l'avez dit. Les provenances sont une variante qui permet d'adapter les essences d'aujourd'hui aux conditions de demain. Planter dans notre contexte, c'est parier sur notre choix de plan et notre technique de boisement. À chacun de se donner un maximum de chance en prenant le temps de réfléchir aux différentes possibilités adaptées à la station. Voilà, maintenant il y a un temps d'échange. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors merci Agathe et Madame Bininger pour cette présentation. Alors on a une première question de Fabien Hott. Alors quelles sont les provenances à privilégier pour les mélanges de feuillus? Madame Bininger, si vous avez un avis une question assez vaste. C'est assez vaste et je crois qu'aujourd'hui, je peux pas me permettre de me lancer là-dedans. Je suis sûrement passé assez au fait, mais bon, je pense qu'il faut pas aller vers des provenances trop lointaines quand même pour que ce soit un peu progressif. Mais à petite échelle, on peut se permettre de temps en temps un peu de l'exotisme. Merci. Alors pour l'instant, pas d'autres questions, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des... Ah si, pardon, d'autres questions sont arrivées. Alors Monsieur Kunzman, avez-vous parlé des subventions prévues pour les nouvelles plantations? Alors c'est pas un point qu'on va aborder vite, on pourra peut-être en reparler plus tard. Et une question de Arnaud Appert. Selon vous, un bon travail de sol et un plan racine nue est-il préférable à un plan godet sans travail du sol? Certainement, oui. Je crois qu'un travail du sol, effectivement, il est devenu primordial aujourd'hui parce que le plan, il a quand même une facilité de s'installer, il a une facilité de pousse nettement plus conséquente et de réussite. On voit quand même souvent des différences de 20 à 30% supérieures dans les années sèches, quand il y a un travail de sol correctement fait que non. Ah, donc c'est Monsieur Appert qui complétait, donc ceci dans l'optique de l'entraînement du jeune arbre au milieu qui va l'accueillir. Alors Jérôme Weber qui demande: que pensez-vous du sapin de Nordmann? Je suppose qu'il a encore sa place puisque le sapin de Bormüller qu'on prône effectivement dans le cadre de sécheresse, c'était bien un Nordmann. Donc la famille n'est pas très éloignée. Hein. Alors Dominique Chéry de la Chambre d'agriculture des Vosges, on parle beaucoup de plantation en godet. Pourriez-vous nous éclairer sur les avantages et les inconvénients à mettre en parallèle avec la station? J'ai pas tout compris encore. Pardon. Alors les avantages et les inconvénients. La question, je l'ai comprise, mais je veux dire, sur l'ensemble du problème, effectivement, je pense qu'il y a des pour et du contre. Là, ce matin, on était en discussion avec l'ONF, effectivement, dans ce sens-là, puisque eux, ils sont partis vraiment à fond la caisse, on va dire, sur le godet en contrat de culture. Du jour au lendemain, donc sans laisser le temps effectivement aux entreprises de s'adapter aussi à ce changement. On m'a dit ils veulent simplement avoir plus comme le plan de relance est très court,
ils voulaient avoir des plants disponibles dès la première année et ils pensaient à Godet à ce niveau-là. Du chêne pubescent qu'ils veulent mettre effectivement au Godet, je suis certaine aujourd'hui qu'en racine nue, on arrive à faire autant, sinon mieux. Donc, comme dit, c'est parfois un faux problème, c'est parfois des tendances, c'est parfois la facilité d'un côté. Il y a, dans certains cas, je suis persuadé qu'il nous faudra le Godet, mais c'est peut-être plus dans les résineux. Un cèdre de l'Atlas, il se débrouille sûrement mieux en Godet qu'en racine nue. Mais tout ce qui est feuillu, je suis persuadé que la racine nue, elle a encore des beaux jours devant elle pour le feuillu. Bon, comme dit, il y a, je pense, la place pour les deux, mais il faudra pas aller non plus dans un seul sens en même temps, parce qu'on peut avoir un sacré revers de médaille aussi. Et Godet, ça ne veut rien dire non plus, parce qu'après, ça va être en fonction, effectivement, de la valeur de ce Godet, s'il est bien anti-chignon ou non, s'il a un volume conséquent ou non. Il y a tous ces paramètres qui vont faire qu'il y a la réussite ou non. Parce que si vous allez coincer un gland dans un Godet de 200, pas trop, hein. Quand on voit le système racinaire d'un feuillu, il a sûrement beaucoup plus à se défendre dans un Godet qu'en racine nue. Surtout qu'en racine nue, c'est ce que j'aurais répondu ce matin. Aujourd'hui, on sait faire un chêne roux en 30-50, voire 50-80 en un an. En Godet, on est sûr qu'il n'y arrive pas, puisque c'est même pas envisageable, quoi. Donc on va pas, je pense qu'il faut pas non plus d'un coup dire que la racine nue n'est pas bon et laisser tomber cette production qui a quand même fait ses preuves jusqu'à présent. Comme dit, arrive souvent à de meilleurs résultats au niveau forme, au niveau taille et robustesse, parce que la robustesse, elle est importante. Quand on voit un chêne, disons un pin aujourd'hui dans un Godet de 200 avec un petit collet, vous avez une attaque d'ilobe, et ben vous êtes sûr qu'il ne sera plus là demain. Alors que un pin qui aura été repiqué, qui aura 3 ans, il aura quand même nettement plus de résistance à ce niveau-là. Bien sûr, il ne faut pas que l'attaque soit énorme, parce que sinon tout y passe, mais la durée de survie sera sûrement supérieure à ce niveau-là quand même. Donc il y a tous ces paramètres, je pense, à prendre en compte. Et comme dit, il faut aller dans les deux sens, mais pas dans un seul. À mon humble avis, hein. Merci pour cette réponse. Alors, on va prendre une dernière question qui est peut-être un peu plus globale, mais ça peut être quand même intéressant d'y répondre. Donc, Grégory Lidin. L'anticipation du changement climatique au niveau des plantations est à la discrétion du propriétaire planteur ou pourra-t-elle être dirigée dans le futur par des directives? Alors, je vais juste peut-être commencer à répondre. Bien évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de directive obligeant des propriétaires à absolument devoir adapter leur forêt, leur parcelle forestière, de devoir planter telle essence et non pas d'autres. Mais en effet, différentes directives vont dans le sens de l'adaptation des forêts au changement climatique et notamment au vu des essences qui sont subventionnées donc par différents plans. Là, on a actuellement le plan national, plan de relance, mais aussi dans le Grand Est, les aides publiques Grand Est, voilà, qui de plus en plus dans le catalogue des plans des essences qui peuvent être subventionnées intègrent des essences plus exotiques ou méridionales. Donc voilà, c'est bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais c'est vrai que la tendance va vers l'adaptation des forêts, que ce soit des propriétaires privés ou publics, adaptation au changement climatique. Je ne sais pas si quelqu'un, Agathe ou Madame Vininger, mais vous vouliez rajouter quelque chose sur le sujet. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que de toute façon, les listes d'essences par les arrêtés MFR qui donc décident des essences qui seront subventionnées par les fonds publics ou non, guident déjà le propriétaire sur le choix des essences. Après oui, je suis complètement d'accord avec toi Camille sur le fait qu'on n'oblige pas un propriétaire à planter telle ou telle essence. Je ne sais pas si Madame Bininger, vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus, sinon... Non, en fin de compte, effectivement, nous, on se base complètement sur les MFR. C'est la seule, c'est quand même une instance où ça a été discuté avec des professionnels, il y a du recul, c'est pas n'importe quoi. Donc, pour nous, c'est un peu la Bible. Et bien, merci pour ces réponses.